Bien, bonsoir à tous. Donc après ces présentations sur la nature des sols et l'influence géologique, je vous propose d'aborder maintenant l'usage du sol, et notamment son usage en agriculture. Donc ce que je souhaite établir avec vous, c'est vraiment l'enjeu que représente le sol. Il est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. On est dans un contexte d'augmentation régulier, constant de la population mondiale, et les projections actuelles pour 2050 estiment à une population de plus de 9 milliards d'individus. Donc, forcément, la demande alimentaire augmente, et de manière associée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut produire plus, même s'il y a donc d'autres aspects de limitation du gaspillage, etc., qui en comptent forcément. Mais on va forcément avoir besoin de produire plus. Or, aujourd'hui encore, 95% de nos aliments proviennent du sol. Donc ça veut dire qu'il va falloir intensifier l'usage des sols pour une visée alimentaire. Mais, ok, alors mais les sols, comment ils sont, quel état, dans ce contexte-là pour produire plus, à quoi on peut accéder? Donc là, je vous présente une carte mondiale assez simplifiée sur l'état de dégradation des sols. Et ce qu'on observe, c'est une prédominance donc, des couleurs rouges et orangées, ce qui indique plutôt des états dégradés du sol. Et qui sont dus à divers processus qui seront sûrement abordés par la suite. Et notamment le premier processus de dégradation qui reste l'érosion, que ce soit hydrique ou éolienne. Donc déjà, on part avec des sols qui sont plutôt dégradés. À cela s'ajoute une utilisation concurrentielle du sol. Parce qu'il faut savoir que voilà, chaque heure, c'est des dizaines d'hectares de terres arables qui disparaissent, du fait notamment de l'expansion urbaine, entre autres. Donc au global, on a une diminution des terres arables. À cela s'ajoute un élément relativement récent, donc, que j'ai retiré d'un rapport de la Banque mondiale, c'est qu'on a une diminution des terres arables, okay, et dans ces terres arables, donc il y a une partie qui est déjà cultivée, et il y a une partie qui est cultivable. Ces terres potentiellement cultivables, elles se situent principalement en Afrique et en Amérique latine. Et ce qu'on a observé récemment, c'est une multiplication vraiment vertigineuse des projets d'acquisition de ces terres. Donc par des multinationales ou des gouvernements, etc. Donc il y a un accaparement des terres. Or, dans un contexte de sécurité alimentaire, il y a différents enjeux, dont l'accessibilité à cette ressource sol, et cela de manière stable dans le temps. Donc si on fait un peu un bilan, on va demander demain au sol de produire plus, et forcément des aliments de qualité, et dans le même temps, on est dans un contexte de diminution de ces surfaces disponibles et accessibles. Alors comment on fait? Donc, quelle agriculture on propose? Donc historiquement, bon, là, sur l'histoire récente, il y a, au sortir de la guerre, là, on a dit aux agriculteurs, il faut produire. Donc, il y a eu toute cette période de révolution verte qui a eu l'agriculture intensive s'est développée, qui repose notamment sur l'utilisation d'intrants, donc fertilisants et produits phytosanitaires, l'irrigation, monoculture, avec une sélection variétale de variétés à fort potentiel de rendement, et puis une mécanisation avec un travail du sol par le labour. Ok, donc effectivement, ça a permis une augmentation très nette des rendements, pas de problème. Par contre, à partir donc, des années 1980, je dirais, il y a eu une reconnaissance que de manière concomitante à cette augmentation des rendements, on avait quand même aussi une dégradation des écosystèmes.
Alors, déjà une dégradation de la qualité des sols, qualité physique notamment, on voit sur la photo de gauche avec le phénomène d'érosion, mais aussi dégradation des autres écosystèmes, donc notamment la qualité de l'eau. Donc moi je viens de Bretagne, donc je sais à peu près de quoi je parle, et en l'occurrence, on a observé une augmentation des teneurs en nitrate dans les eaux, donc ce qui posait des questions vis-à-vis de la potabilité de l'eau, et puis aussi donc, une augmentation de phénomènes de marée verte au niveau du littoral, avec donc des conséquences qu'on peut imaginer sur le tourisme, sur l'activité économique, etc. Donc il y a eu une évolution de la perspective agricole, et aujourd'hui se développe une autre approche, que là j'ai rassemblée sous le terme agroécologie, parce que c'est quelque chose qui s'est développé depuis longtemps, mais qui aujourd'hui, vous pouvez largement l'entendre dans les médias. Et il fait l'objet de grands projets internationaux. Donc l'agroécologie, hein, on rassemble deux sciences, la science agronomique et la science de l'écologie. L'idée étant de toujours forcément produire, mais cette fois, il s'agit de protéger également les ressources naturelles, de s'appuyer sur les savoirs locaux, donc il y a une approche vraiment sociale aussi associée, une reconnaissance des savoirs techniques, des acteurs de terrain, et non pas avoir des grands systèmes qu'on pourrait calquer de manière directe partout dans le monde. L'idée, c'est d'avoir une approche holistique, donc une approche globale des systèmes. Et puis, donc, surtout, moi, ce qui m'importe dans mes études, aujourd'hui, il s'agit de s'appuyer sur la biodiversité dans le sol et des processus qu'elle réalise pour essayer justement de limiter l'usage des intrants, notamment. Donc il y a eu un vrai changement de perspective sur le sol. On est passé d'une conception du sol comme presque un support inerte, où justement on faisait en sorte de tout apporter pour que ça marche, à aujourd'hui une reconnaissance que ce milieu-là, il est vivant, et on va essayer de valoriser la biodiversité qui est existante pour continuer à produire et assurer en même temps donc, une qualité environnementale. Donc performance économique, écologique et puis sociale. Ce qui nous a amené à regarder le sol agricole maintenant comme une composante multifonctionnelle. On ne demande plus seulement au sol agricole de produire, donc bien sûr ça reste une de ses fonctions, mais il y a une reconnaissance maintenant aussi de la valeur socio-culturelle avec le lien à la terre, qui a dû être largement évoqué hier soir. Le sol est également un habitat de la biodiversité, donc là j'ai mon collègue qui en parlera après. Mais donc il y a un vrai patrimoine biologique qui est à conserver. Le sol a une importance majeure sur le cycle de l'eau, puisque le sol est le milieu à l'interface entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Donc selon les usages et le mode de gestion que vous aurez de votre sol, l'eau va plus ou moins s'infiltrer ou ruisseler. Et puis selon la qualité de votre sol, l'eau va pouvoir plus ou moins s'épurer de la même manière. Donc il y a un impact majeur sur la quantité et la qualité de la ressource en eau. Et enfin, une fonction qui ressort vraiment dans le contexte actuel, c'est la lutte contre le changement climatique. Donc je pense que mes collègues aussi l'ont abordé hier soir. Il y a une reconnaissance du sol et de son enjeu sur cette thématique-là, puisque le sol stocke plus de carbone que la végétation et l'atmosphère réunies. Donc c'est vraiment un stock de carbone qu'il faut préserver. Mais en plus de cela, il est capable d'en séquestrer, d'en reprendre de l'atmosphère. Et ça, particulièrement dans les sols agricoles, puisqu'on part de stocks de carbone plutôt faibles. Alors dans ce contexte, la fertilité du sol et son appréhension a évolué. Donc il faut repartir sur les composantes de base. Donc un sol, c'est quand même composé donc, de 50% de matière brute, enfin je dirais de matière solide, organique ou minérale, mais c'est aussi constitué de porosité. Hein. Donc c'est des pourcentages en volume, mais c'est très... Enfin, ça peut varier, hein, c'est des choses très moyennées, mais c'est pour quand même
bien avoir conscience qu'un sol, il y a aussi toute une porosité qui est soit remplie par l'eau, soit par l'air, et qui est nécessaire à la plante, à la croissance des racines, bien évidemment, etc. Donc, après, il y a environ 40% de matière minérale, donc des choses qui ont déjà été évoquées un peu avant. Donc ça, c'est en proportion volumique, mais si on le ramène en massique, c'est bien évidemment bien supérieur. Alors cette matière minérale, nous, en contexte agronomique, on l'évalue, c'est sur une classification de taille de ces particules minérales, ce qui nous donne la texture. Donc, ensuite, on détermine des grandes typologies de sol basées sur cette notion de texture, donc sableux, limoneux ou argileux. Et cette texture du sol a un impact déterminant, puisque ça va donner des caractéristiques intrinsèques sur lesquelles on ne pourra pas faire grand-chose, enfin en tout cas au niveau de la texture. En l'occurrence, par exemple, un sol sableux va naturellement avoir une tendance à laisser filtrer l'eau très rapidement. Un sol argileux va être très sensible au tassement, et un sol limoneux va être sensible, lui, à l'érosion. Donc de manière intrinsèque, ça va donner un certain nombre de caractéristiques au sol. Mais la texture, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais il reste un autre compartiment, qui sont les matières organiques. Et alors là, on peut faire quelque chose, là on peut jouer. Donc il y a la matière organique vivante, et puis il y a la matière organique morte, qui se décompose en matière organique fraîche, transitoire et humus. En fait, la matière organique fraîche, il faut imaginer, on le voit plus ou moins au milieu de la motte de terre, là, mais c'est les débris, par exemple, de cultures qu'on va trouver encore plus ou moins intactes, qui sont en train de s'incorporer au sol, et qui va, au fur et à mesure de sa décomposition, alimenter le pool de matière organique transitoire, où là, ça va être de la décomposition en éléments plus simples, plus solubles, qui va être pris par la plante. Et cette décomposition va se poursuivre jusqu'à alimenter la partie humus, qui là constitue la matière organique stable. Cette matière organique s'associe avec les matières minérales pour former en gros le garde-manger possible pour la plante. Donc ça, c'était la vue physico-chimique traditionnelle. Donc à cela, aujourd'hui, s'ajoute, pour évaluer la fertilité du sol, la partie biologique. Alors on ne connaît pas grand-chose en fait encore de la biodiversité du sol. C'est des évaluations qu'on a, mais c'est peanuts. Et par contre, sur la base de ce qu'on sait déjà, on peut voir clairement qu'il y a une abondance et une diversité d'organismes complètement incroyable. Dans une poignée de terre dans ma main, il va y avoir des milliers d'espèces, des millions d'individus, de micro-organismes, etc. Et puis ramené à l'hectare, c'est des tonnes de biomasse dans les sols agricoles. Donc ça représente quand même quelque chose. Et cette biodiversité a un certain nombre de rôles vis-à-vis de la fertilité des sols. On peut plus ou moins les classer. Donc la macro et mésofaune a un rôle de structuration du sol et de fragmentation de la matière organique. On les appelle les ingénieurs. Après, on peut classer les micro-organismes comme les chimistes, puisque eux, ils sont essentiels plus particulièrement sur le recyclage des nutriments, mais aussi sur la cohésion du sol, puisqu'ils produisent un certain nombre de substances et développent aussi des mycéliens qui participent à la structuration du sol. Et enfin, on a les régulateurs, qui en fait contrôlent les autres populations d'organismes potentiellement nuisibles, en l'occurrence. Alors tout ça, c'est pas juste de la théorie. On a travaillé là-dessus de manière expérimentale. Donc là, je vous présente justement une étude de collègues de mon ancien laboratoire qui ont travaillé sur l'érosion de la diversité. Donc on a pris un sol et dans ce même sol, on l'a séparé et puis on a fait un certain nombre d'attaques pour diminuer la diversité microbienne de ces sols. Donc en bleu, on a le niveau initial, en violet, un niveau D2 où il y a moins de diversité microbienne, et en rouge, un niveau D3 où il y a encore moins de diversité microbienne. Donc ce qu'on voit donc, sur le graphique en bas à gauche, c'est une expérimentation de minéralisation, donc ce qui rapporte à tout ce qui est de l'ordre du recyclage des nutriments. Donc ce qui a été observé, c'est que lorsqu'on diminue la diversité microbienne du sol, on a une diminution
du recyclage des nutriments. De manière concomitante, on a regardé le taux de survie de pathogènes. Et vous voyez que dans le niveau le plus faible de diversité microbienne, on a un taux de survie plus élevé dans le temps et qui se maintient dans le temps de pathogènes comparé à la situation où on avait la diversité initiale. Donc en fait, la diversité microbienne, là dans notre cas, plus elle est élevée, plus on a un recyclage de nutriments, et puis aussi ça permet donc de faire une barrière vis-à-vis de potentiels pathogènes. Et tout basiquement, on a regardé aussi la productivité primaire. Donc là, je vous présente juste deux cas. Le sol initial, initial qui est sur la photo droite, et le sol où la diversité, on l'a modifié, on l'a diminué sur la photo de gauche. Donc on voit clairement que de manière expérimentale, ça se vérifie. C'est-à-dire l'impact de cette chute de diversité a un effet majeur sur la productivité primaire. Alors je ne vous montre pas d'autres travaux qui sont associés à ces expérimentations, mais ils se sont également intéressés à la composition, et ils ont montré que la composition a également une influence majeure sur un certain nombre d'autres processus. Donc en tout cas, ça montrait bien de manière expérimentale que la diversité biologique et la composition biologique est d'une influence majeure pour l'agriculture. Donc on essaye de comprendre ces processus, donc le fonctionnement global du sol. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, il s'agit d'identifier les leviers agronomiques qui vont permettre de stimuler ce fonctionnement biologique du sol. Il y a deux échelles sur lesquelles on travaille, en général. Donc il y a une échelle du paysage, à gauche, et une échelle parcellaire, à droite. Donc à l'échelle du paysage, ceux qui travaillent à l'échelle du paysage, il y a différentes thématiques. Il y a notamment l'étude de l'effet de la complexification d'un paysage. Donc là, en l'occurrence, vous voyez une simplification vers le bas du paysage, et on regarde les interactions biologiques et la diversité biologique. Et donc l'influence de la composition de ce paysage, donc nombre d'éléments naturels ou semi-naturels versus système uniquement cultivé, configuration, donc l'organisation spatiale, la fragmentation ou, à contrario, la connectivité. L'idée, in fine, étant de penser de manière spatiale également l'organisation des systèmes de culture et de s'appuyer sur les potentialités naturelles du sol aussi, c'est-à-dire on essaye d'identifier dans le paysage, selon les types de sol, déjà, naturellement, quelles potentialités ils ont, et du coup, quel système il vaut mieux réaliser dans telle position du paysage. C'est vrai qu'il faudra aller vers la conclusion. Ah bon? Oui. Et donc au niveau de la parcelle, eh ben, on cherche de la même manière à identifier les éléments qui permettent de stimuler la biodiversité du sol, qui vont établir ensuite leurs différentes fonctions et fournir donc, les services écosystémiques qu'on a évoqués tout à l'heure, approvisionnement notamment et régulation. Et donc là, on s'intéresse plutôt à en l'occurrence moi personnellement, aux plantes de service comme les légumineuses ou certaines graminées, l'utilisation de matières organiques, donc plutôt au recyclage de matières organiques existantes, et puis la diversification des cultures au sein de la rotation. Donc là, je voulais juste vous montrer un exemple de travaux qui ont été réalisés cette année sur justement une comparaison d'une parcelle de fruitière en gestion conventionnelle versus gestion intégrée. Conventionnelle historique en utilisant des intrants, toutes sortes d'intrants, et intégrée, où là justement on a réduit de manière globale les intrants et on s'est appuyé sur une connaissance du milieu, donc un savoir technique avec formation de billons pour améliorer la structure du sol, et l'utilisation d'une légumineuse, justement, de manière associée à l'arbre fruitier, pour fournir des éléments nutritifs. Donc ce qu'on a observé, eh bien, c'est un retour de la vie biologique, donc une augmentation de la biomasse microbienne et le nombre de vers de terre, par exemple, et de manière associée, une augmentation de l'activité minéralisatrice, et in fine, une augmentation de la disponibilité en azote. Donc, alors qu'on a émis à la base moins d'intrants, on est bien d'accord. Donc juste en conclusion, je voulais reprendre un poster de la FAO. Bon, j'espère qu'en sortant de cette salle, vous aurez bien pris en compte
nécessité de protéger nos sols pour diverses raisons, mais tout simplement aussi parce que nous en dépendons. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, je vous propose une question. Est-ce que vous avez une question ?